Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à un autre dévoilement du Global Entrepreneurship Monitoring que je vais nommer affectueusement le GEM, si vous le permettez. J'ai envie de dire aussi que la tradition se poursuit encore une fois cette année. Donc, merci à toutes et à tous de prendre le temps ce midi de venir écouter les conclusions du rapport qui seront dévoilées sous peu. Dans un premier temps, je me présente, Maxime Montminy. Je suis conseiller à l'entrepreneuriat au Carrefour d'entrepreneuriat et d'innovation, ici même à l'UQTR. J'ai l'immense privilège d'aider les étudiants à développer leur entreprise et aussi parfois des professeurs à penser leur projet. Je serai donc votre animateur, mais aussi le gardien du temps ce midi. Comme à chaque année, le GEM pousse un sujet en particulier. Cette année, n'y échappe pas. Donc, sans vouloir dévoiler les punchs du rapport, je pense que le reprenariat sera donc à l'honneur cette année. Le GEM s'inscrit encore une fois dans le cadre des conférences de l'Institut de recherche sur les PME, l'INR-PME. Nous en sommes évidemment extrêmement fiers. Maintenant, passons au déroulement de l'activité de ce midi. Premièrement, M. Étienne Saint-Jean, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la carrière entrepreneuriale et professeur titulaire de management au département de sciences et de gestion de l'INR-PME. Donc, bienvenue, Étienne. M. Marc Duhamel, directeur du programme de cycle supérieur et aussi professeur agréé au département de finances de l'économie de l'UQTR, qui nous parle en direct des vieux pays. Donc, bienvenue, Marc. Étienne et Marc sont aussi responsables pour le Québec du GEM et ils nous feront la présentation du rapport en soulignant les subtilités de celui-ci. Sachez aussi que vous pouvez, encore une fois, cette année, poser vos questions dans la section clavardage. J'invite évidemment M. Duhamel et Saint-Jean à participer aux échanges. Après la présentation du rapport, nous vous présenterons deux panélistes hyper intéressants ainsi qu'un intervenant du milieu du reprenariat au Québec. Je poserai quelques questions à ces trois invités pour avoir, entre autres, leur point de vue sur le rapport, mais aussi en connaître davantage sur la réalité. Le but, évidemment, étant de faire le lien entre la recherche et le terrain. Je cède donc le bâton de la parole, un petit clin d'œil ici aux Premières Nations, à venir nous entretenir sur ce fameux rapport. Étienne et Marc, c'est à vous. Un grand merci, Maxime. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de vous connecter en grand nombre. À chaque année, on est toujours agréablement surpris là, de voir autant de gens qui se connectent à notre webinaire pour prendre connaissance des derniers chiffres là, sur l'activité entrepreneuriale au Québec dans le cadre du Global Entrepreneurship Monitor. Donc, Marc et moi, on va vous présenter là, cette année la dernière mouture là, qui correspond aux données de l'année 2022. Et donc, vous allez voir là, un peu, on a quelques orientations particulièrement intéressantes cette année, notamment du côté du reprenariat et notamment également au niveau de l'entrepreneuriat établi. Je ne dévoile pas toutes les punches, là, mais on va voir dans quelques minutes là, de quoi il en retourne. Pour ceux qui sont moins familiers avec le GEM ou pour ceux que c'est la première fois là, qui se joignent à ce webinaire-là, le Global Entrepreneurship Monitor, c'est probablement la plus grande enquête internationale là, sur l'activité entrepreneuriale dans le monde. On parle de plus de 100 pays qui ont participé au fil du temps sur tous les continents. L'enquête a démarré en 1999 et c'est un portrait annuel qui est fait depuis 1999. Il y a différents pays qui ont participé, dont le Canada qui a été parmi les pays fondateurs en 1999 et qui a pris une pause pendant quelques années. Puis depuis 2013, donc, Marc et moi, on travaille au sein du consortium, mais responsable du Québec au sein du GEM Canada en tant que tel. Et puis, c'est vraiment immense en termes de recherche. Là, on parle de plus de 200 000 entrevues qui sont faites avec des individus partout dans le monde à chaque année. Plus de 1500 experts de l'écosystème entrepreneuriat de partout, de tous les pays participants qui sont sollicités pour donner leur opinion. C'est plus de 400 chercheurs et spécialistes en entrepreneuriat là, qui travaillent en réseau pour être capables de produire un rapport comme celui-là. Fait que et c'est quand même, donc c'est ça que je disais, c'est une enquête qui est internationale, qui implique beaucoup de gens et c'est une enquête annuelle. Fait que c'est pour ça qu'on a un rendez-vous à chaque année. Au niveau de la méthodologie, rapidement, juste pour vous situer un peu par rapport aux chiffres qu'on va vous présenter aujourd'hui, le consortium GEM a principalement deux grandes enquêtes. Une enquête auprès de la population adulte, c'est celle-là qui nous intéresse en particulier aujourd'hui, mais il y a également une enquête faite auprès des experts nationaux. On choisit un minimum de 36 experts spécialisés dans différents domaines de l'écosystème entrepreneurial pour témoigner des conditions cadres de l'entrepreneuriat au pays. Pour cette enquête-là, aujourd'hui, on va vous présenter
juste les résultats qui touchent la population adulte. On parle d'un minimum de 2000 répondants, dont 461 sont au Québec. C'est une méthode où on essaie de rejoindre les gens à la fois par téléphone fixe, mais également téléphone mobile, puisque de plus en plus de gens ont uniquement des cellulaires, là, ils n'ont plus de ligne fixe. Puis également, on a un panel Internet qui est sélectionné, qui a été constitué de manière aléatoire, qui est également sollicité là, pour compléter les répondants. Ce qui fait qu'on a un échantillon stratifié et pondéré selon le sexe, l'âge et la province d'origine, qui donne une marge d'erreur d'à peu près plus ou moins 4,5 19 fois sur 20 pour ceux qui s'intéressent aux stats et à la représentativité de l'échantillon. C'est quand même assez bon. Fait que pour certaines données du Québec, par contre, la marge d'erreur peut être un peu plus grande, mais les mises en garde sont données évidemment dans le rapport. Vous pourrez les lire pour ceux qui s'intéressent de manière plus particulière. Pour vous situer, comme je disais, on fait un portrait annuel, ce qui veut dire que ça nous oblige à prendre une photo de l'activité entrepreneuriale, mais vous le savez, l'activité entrepreneuriale, c'est un processus, ça bouge, ça évolue au fil du temps. Fait que quand on fait un portrait, il faut classer les gens dans les différentes étapes du processus entrepreneurial pour savoir où est-ce qu'ils se situent au moment où on prend la photo. Et donc, bien, évidemment, comme on le voit dans ce graphique-là à gauche, l'ensemble de la population canadienne et québécoise, donc, fait partie des entrepreneurs potentiels, des gens qui peuvent voir des opportunités d'affaires, qui peuvent s'estimer compétents ou pas, qui peuvent avoir l'intention de démarrer ou pas. Et ces gens-là, s'ils passent à l'action, ils vont devenir des entrepreneurs naissants, c'est-à-dire c'est des gens qui vont être impliqués dans la création d'une entreprise, là, ce qu'on appelle aussi le pré-démarrage. Là, ils sont en train de s'organiser pour démarrer une entreprise, mais l'entreprise n'est pas encore opérationnelle. Et puis, quand l'entreprise devient opérationnelle, c'est-à-dire que quand elle commence à verser des salaires, on considère que c'est des nouveaux entrepreneurs jusqu'à 42 mois de salaire versé, donc sont relativement nouveaux. Et ces deux catégories-là, les naissants et les nouveaux entrepreneurs combinés, c'est notre mesure phare qu'on appelle l'activité entrepreneuriale émergente. C'est les entrepreneurs qui sont en train de pousser maintenant et de constituer donc les nouveaux entrepreneurs sur les territoires concernés. Quand ça fait plus de 42 mois que les salaires sont versés, on parle d'entrepreneurs établis. Et tous ces gens-là engagés dans l'activité entrepreneuriale peuvent sortir de l'activité entrepreneuriale à un moment ou à un autre. Fait qu'on les comptabilise quand ils ont sorti dans l'année courante. Donc, on les considère là, dans une sortie entrepreneuriale en tant que telle. Fait qu'on classe les gens dans ces catégories-là. Ça permet de sortir les taux pour chacune de ces catégories de personnes et donc de vous présenter le portrait aujourd'hui. Je vous présente les principaux indicateurs. En fait, dans le rapport, il y a beaucoup plus d'indicateurs. On ne met même pas tous les indicateurs qui sont disponibles dans l'enquête parce que c'est une vaste enquête. Fait qu'on sélectionne les indicateurs qui sont les plus intéressants. Puis pour aujourd'hui, on a fait une sélection de notre sélection pour vous présenter peut-être quelques faits saillants qu'on a observés au travers du rapport. Peut-être un élément important pour débuter, la question des opportunités perçues. On demande à la population générale dans quelle mesure ils perçoivent des bonnes opportunités d'affaires dans leur région pour les 6 prochains mois. Donc, ça envoie une espèce d'indication dans quelle mesure les gens pensent qu'il y aurait de l'espace pour démarrer un projet d'affaires dans leur région. Puis évidemment, c'est un peu la base. Hein. Si on perçoit qu'on a des opportunités potentielles, bien, c'est à partir de ça, donc, les entrepreneurs vont développer leurs projets. Alors, ce qu'on a constaté cette année, c'est que ça reste quand même relativement dynamique quand on compare avec les autres pays de l'OCDE. Il y a à peu près 2/3 de la population qui estime qu'il y a des opportunités intéressantes dans leur région pour les 6 prochains mois. Mais si on regarde l'évolution au fil des ans, dans le graphique du bas, on voit là, que dans la dernière année, entre 2021 et 2022, là, on voit qu'il y a quand même un important déclin. Il faut quand même mettre ça en perspective parce que d'une part, au niveau de l'OCDE, on reste quand même relativement élevé comme territoire au niveau des opportunités perçues. Et il faut aussi considérer que depuis 2013, donc, il y avait une hausse de la perception d'opportunités, hausse qui a culminé en 2021, mais qui donc qui a vraiment diminué en 2022. Baisse qui a également été observée dans le reste du Canada par ailleurs. Donc, ça semble être une tendance générale, peut-être même pour plusieurs territoires. Ça place quand même le Québec dans une bonne position malgré tout. Quand on regarde au niveau du sentiment de compétence, dans quelle mesure les gens au Québec s'estiment compétents pour démarrer des entreprises. Et ça, c'est important parce que les gens qui ne se perçoivent pas compétents ne vont pas mettre d'efforts pour démarrer une entreprise.
Donc, c'est donc nécessaire pour pouvoir amorcer un démarrage. Bien, ce qu'on constate, c'est que le Québec est plutôt faible au niveau de la perception de compétences. Quand on compare avec les pays de l'OCDE, on est vraiment dans la queue du peloton, en bas de la médiane, alors que le reste du Canada est quand même relativement bien positionné dans les pays comparables. Si on regarde également au niveau de l'évolution, depuis 2013, il y a quand même eu une hausse là, qui est passée de 35 jusqu'à 50 en 2019. Mais on observe donc depuis 2019 un déclin de cette perception-là. Fait qu'on a eu donc une belle progression, mais là, on sent qu'on est sur la pente descendante au niveau des compétences entrepreneuriales perçues, ce qui amène toutes sortes d'enjeux justement au niveau de la création, mais pas que, également au niveau du potentiel de reprenariat. On va y revenir un peu plus tard là, sur ces chiffres-là. Puis également au niveau de l'intention entrepreneuriale, qui est aussi une mesure super importante, dans quelle mesure les gens ont l'intention de démarrer dans les 3 prochaines années. On voit que le Québec se situe à peu près un peu en haut de la médiane, mais on n'est pas dans le peloton de tête, à 18,8 des gens qui ont l'intention de démarrer une entreprise dans les 3 prochaines années. Un taux assez semblable avec le reste du Canada. Quand on regarde en termes d'évolution, on voit qu'au fil des ans, ça a quand même relativement fluctué. Il y a une légère baisse, par contre, cette année et depuis 2019. Donc, on voit là, que les intentions déclinent légèrement. Ce n'est pas catastrophique, mais il y a quand même un léger déclin. Un déclin qui est quand même moins important que dans le reste du Canada, comme on peut le voir dans le graphique. Alors, je vais changer de diapo, puis je vais donc laisser Marc poursuivre la présentation des données qu'on a. Oui, merci Étienne de changer les diapos là, parce que je ne contrôle pas la présentation. Donc, comme Étienne l'a expliqué au tout début, hein, on a placé, le GEM place les gens dans différentes catégories d'entrepreneuriat en fonction du nombre de mois de salaire versé. Le taux d'activité entrepreneuriale émergente, le TAE, c'est vraiment l'indice phare du GEM. Ça mesure la proportion des gens qui sont en démarrage d'entreprise et qui ont versé pas plus de 3 mois de salaire, incluant les entrepreneurs nouveaux qui, eux, ont versé des salaires entre 3 mois et 42 mois. Et là, bonne nouvelle, on remarque que le Québec se situe quand même, encore une fois, dans le peloton de tête du TAE parmi les pays membres de l'OCDE qui participent au GEM avec 14,7 en 2022. Mais comme Étienne le mentionnait, on remarque plus bas, en fait, que le total de l'activité entrepreneuriale, la tendance semble qui existait entre 2013 et 2017, semble être un peu plus irrégulière à partir de 2018-2019. Et en fait, quand on remarque qu'à partir de 2019, là où le Québec et le reste du Canada étaient très, très près en termes de taux du TAE, on remarque que l'écart, en fait, persiste, mais suit essentiellement les mêmes fluctuations. Donc, cet écart-là, on a essayé de le comprendre, même si en 2022, la chute, tant au Québec qu'au Canada, provient essentiellement des entrepreneurs nouveaux qui, eux, ont substantiellement réduit leurs activités. On s'est intéressé, en fait, à la source de cet écart-là et qui provient principalement des entrepreneurs naissants. Et lorsqu'on s'est intéressé justement aux entrepreneurs naissants, on a regardé plus en détail et qu'est-ce qu'eux trouvaient de plus difficile. Et on remarque qu'effectivement, la création d'entreprises rendue plus difficile, elle est plus marquée chez les entrepreneurs naissants du Québec que dans le reste du Canada. Par contre, au niveau des attentes en matière de croissance plus élevée, on remarque qu'il semble que chez les entrepreneurs naissants, les ambitions sont aussi motivées vers la croissance qu'avant et dépassent également ce qu'on observe dans le reste du Canada. Mais je dirais qu'il y a une baisse ensuite à l'engouement vers le commerce électronique et l'utilisation des technologies numériques pendant la COVID et suite à la COVID. Bon, on voit qu'il y a un essoufflement chez les entrepreneurs naissants de vouloir accroître le numérique pour la vente en réponse à la COVID.
Donc, de vouloir vendre le plus de matériel, de biens, de services en ligne, on voit que c'est un petit peu à la baisse, mais encore une fois, on rattrape en fait, en quelque sorte, le reste du Canada. L'un des résultats les plus importants qu'on a dans le rapport cette année est représenté essentiellement par ce graphique-là. Donc, historiquement, comme vous le voyez sur le graphique de la tendance vers le bas, on voit que le taux d'entrepreneurs établis, donc on rappelle, c'est les entrepreneurs qui versent des salaires depuis 42 mois parmi la population adulte de la région. On voit que depuis 2013, effectivement, on constate qu'il y a une tendance à la baisse de la proportion des entrepreneurs établis dans la population adulte au Québec. Mais on remarque qu'en 2022, la chute a été particulièrement importante. Et là, depuis des années, on souligne le fait que le Québec est dans le peloton de queue, en fait, au niveau des entrepreneurs établis. Bien, cette année, on est rendu juste avant la France. En fait, donc c'est assez alarmant parce que c'est la chute. On voit qu'on est en retard par rapport au reste du Canada, mais il y a une chute vraiment importante des entrepreneurs établis. Donc là, on tente d'expliquer un peu cette chute-là des entrepreneurs établis. Donc, est-ce que c'est par une augmentation des sorties? Bien, vous le voyez sur le panel du bas, lorsqu'on considère toutes les sortes de sorties entrepreneuriales, effectivement, 2022 s'inscrit dans la tendance qui a commencé en 2021. On remarque une augmentation des sorties entrepreneuriales. Et ce qui est particulièrement inquiétant cette année, c'était que par rapport à la tendance qui existait en 2017 à 2021, où on observait une diminution des sorties entrepreneuriales, où essentiellement l'entrepreneur affirme qu'il a également mis la clé dans la porte de l'entreprise, on voit également qu'en 2022, on a une forte augmentation de 2,2 à 5,1 des sorties entrepreneuriales avec cessation des entreprises, donc avec fermeture essentiellement des entreprises. Dans le rapport, on appelle ça des liquidations, un indicateur de liquidation de l'entreprise. Ceci ne veut pas nécessairement dire que parmi l'ensemble des sorties entrepreneuriales, qu'il n'y a pas eu de transfert d'entreprise. Et là, cette année, on a innové, on est retourné dans nos données et on a un nouvel indicateur qui mesure le flux de transfert d'entreprise ou ce qu'on appelle le repreneuriat dans l'économie. Et ce que vous voyez ici, c'est la tendance. Et là, étant donné, mon collègue Étienne en parlait tout à l'heure, étant donné les tailles d'échantillons, des fois, il faut rassembler un plus grand nombre d'individus pour avoir des mesures un peu plus stables et un peu plus représentatives des populations. Ici, vous avez l'évolution de la proportion de repreneurs au Québec et dans le reste du Canada. Et on voit qu'effectivement, depuis essentiellement 2017, la tendance est à la hausse pour le repreneuriat. Et ce que vous voyez, c'est que pour la moyenne mobile de 2020 à 2022, donc pour ces 3 années-là, on voit que le pourcentage de repreneurs au Québec atteint presque, en fait, dépasse 1 sur 3. Et ce qui est intéressant de cette mesure-là, c'est que cette mesure de 1/3 de repreneurs dans l'écosystème entrepreneurial du Québec rejoint essentiellement toutes les données sur le pourcentage de repreneurs qu'on obtient de d'autres enquêtes qui vont venir de Statistique Canada, par exemple, qui démontrent qu'au Québec, le nombre de repreneurs qu'on est à peu près d'un tiers %. Donc, ça veut dire que depuis 2017-2019, ou à peu près vers ce temps-là, on remarque qu'effectivement, dans l'ensemble des données qu'on a vues jusqu'à présent, on a une évolution de l'entrepreneuriat. D'un côté, on s'inquiète de la tendance, en fait, à la baisse, qui est en train de s'inscrire autant au niveau de l'entrepreneuriat émergent que de l'entrepreneuriat établi, mais un faisceau de lumière, une lueur d'espoir qui existe parmi les résultats qu'on a, c'est qu'on remarque que depuis, essentiellement, moi je dirais depuis la création du CETEC, on remarque qu'il y a vraiment une augmentation du nombre de repreneurs parmi la population adulte, parmi la population des entrepreneurs nouveaux et établis, on voit que la proportion ici, elle augmente de manière
marqué. Étienne? Merci, Marc. Effectivement, on va pouvoir également discuter un petit peu plus tard parce que le panel est essentiellement composé de gens qui sont justement dans le reprenariat. Fait qu'on va avoir l'occasion de discuter de ces résultats-là. On a voulu aussi cette année peut-être vous partager des résultats qui touchaient également la question de l'entrepreneuriat durable. Bon, évidemment, parce que évidemment, c'est d'actualité, la crise climatique est quand même un sujet qui est important, pour lesquels les entrepreneurs se sentent également concernés pour plusieurs. Et également, cette mesure-là a été introduite l'an dernier. On a fait d'ailleurs une présentation où on mettait beaucoup l'emphase sur ces mesures-là l'an passé. Donc, on voulait voir un peu comment ça va évoluer là, donc d'une année à l'autre au niveau des différentes mesures qui touchent l'entrepreneuriat durable. On en a plusieurs dans le rapport, puis je ne vais pas toutes vous les présenter, mais j'en ai sélectionné deux que je trouve qui sont quand même assez représentatives et intéressantes à mettre en lumière. La première, c'est au niveau des entrepreneurs émergents, donc ceux qui sont en train de démarrer des projets d'affaires ou qui sont nouvellement démarrés. On leur a demandé, dans le fond, dans quelle mesure, dans le cadre de leur entreprise, ils priorisaient l'impact environnemental et social devant les profits. Fait que dans quelle mesure, pour eux, c'est important de faire la différence au niveau de l'environnement et des aspects sociaux, au-delà de simplement faire de l'argent, et dans quelle mesure ils le priorisaient, donc. Et bonne nouvelle, il y a le 2 tiers donc, des entrepreneurs émergents au Québec qui mentionnent que c'est une priorité pour eux. Ça situe le Québec là, parmi les territoires là, pour lesquels les entrepreneurs sont les plus engagés donc, dans la priorisation de l'environnement et des aspects sociaux, devant un peu le reste du Canada également. Et quand on regarde l'évolution par rapport à l'an passé, bien, on voit que les entrepreneurs émergents du Québec se sont davantage engagés là, justement à prioriser l'environnement et les aspects sociaux, tandis que ceux dans le reste du Canada, il y a eu un léger déclin au niveau de la priorisation. Fait que d'une certaine façon, c'est une bonne nouvelle. Évidemment, ce n'est pas des changements complètement radicaux, mais c'est quand même des changements assez importants. Là, on parle d'à peu près 8 de plus pour le Québec, là, fait que, puis 7 là, pour le reste du Canada en termes de déclin. Fait que c'est quand même des éléments à surveiller. C'est une bonne nouvelle d'une certaine façon. Puis, on tenait à vous le présenter. Puis, au niveau des entrepreneurs établis, donc, on a pris exactement la même mesure. Puis, on est allé voir pour ceux que ça fait plus de 42 mois qu'ils versent des salaires, dans quelle mesure ils priorisaient l'environnement et les aspects sociaux au-devant du profit. Et là, on n'a pas le 2 tiers, mais on a plutôt la moitié là, des entreprises qui disent que c'est une priorité pour eux. C'est un peu moins que la moitié d'ailleurs. Puis ça place le Québec à la médiane plutôt que dans le peloton de tête. Alors que le reste du Canada, quand même, 60 donc, il y a des chiffres qui concordent quand même de manière assez importante entre les établis et les émergents pour le reste du Canada, tandis que pour le Québec, c'est beaucoup plus les émergents là, qui semblent prendre le leadership sur la question de l'impact de l'environnement en termes de priorité. Quand on regarde également l'évolution par rapport au taux de l'année passée, alors qu'en 2021, donc, on avait des taux excessivement similaires entre le Québec et le reste du Canada, on voit donc un effet d'amélioration chez le reste du Canada, mais également une détérioration au niveau du Québec, au niveau de la priorisation, ce qui crée maintenant un écart entre le Québec et le reste du Canada, écart qu'on ne retrouvait pas l'année passée et qui suggère peut-être une tendance à la baisse de la priorisation de l'impact environnemental et social. Puis peut-être juste pour faire le lien, on a vu qu'il y a eu beaucoup de fermetures d'entrepreneurs établis. On voit que le taux a grandement baissé. Alors, c'est sûr que quand on fait face à beaucoup de turbulences au niveau de l'environnement d'affaires qui remet en question même l'existence de l'entreprise, c'est sûr que pour les entrepreneurs, on peut bien comprendre là, que la priorisation de l'environnement puis des aspects sociaux devant les profits, c'est peut-être pas, disons, le meilleur moment quand son entreprise est justement sujette à fermer. Donc, ça peut expliquer également pourquoi donc, il y a une légère baisse et qu'il n'y a pas autant d'engagement que les entrepreneurs émergents.
Donc, un rappel de tout ce qu'on vient de présenter pour se faire une espèce de wrap-up et faire du sens un peu de ce qu'on observe cette année. Fait qu'en termes de constats généraux, donc, on l'a vu, légère baisse de perception d'opportunité, légère baisse de compétences entrepreneuriales, légère baisse d'intention d'entreprendre et, sans surprise, donc, ça a un impact sur l'entrepreneuriat émergent. Ça reste relativement élevé sur à peu près tous ces indicateurs-là, sauf le sentiment de compétence entrepreneuriale qui est très bas au Québec. Mais pour les autres indicateurs, le Québec demeure quand même un endroit où la plupart des indicateurs sont relativement élevés au niveau de ce qui est en amont de la création d'entreprise, donc ce qui mène à la création d'entreprise, puis au niveau de l'entrepreneuriat émergent, donc qui est en train de se développer au Québec. Marc l'a souligné également que le contexte économique semblait défavorable à l'entrepreneuriat émergent, mais je ne dirais pas que à l'entrepreneuriat émergent, mais pour les entrepreneurs naissants, c'est plutôt difficile donc d'établir leur entreprise. Ils l'ont témoigné dans le cadre du rapport, mais également on constate que l'entrepreneuriat établi aussi beaucoup souffert probablement de l'environnement d'affaires qui est de plus en plus difficile. Différents facteurs qui sont combinés, puis on pourra effectivement discuter même avec nos panélistes. On a 2 personnes qui sont en affaires, puis Alexandre qui en voit beaucoup, même Maxime qui est un conseiller en entrepreneuriat qui voit aussi beaucoup d'entrepreneurs passer dans son bureau. On a constaté cette année, en guise de rappel, puis je pense que c'est un des résultats peut-être encourageants puis super intéressant, le reprenariat qui atteint plus du tiers des entrepreneurs nouveaux et établis. Et ça, c'est accompagné par une hausse des sorties entrepreneuriales sans continuité d'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus de sorties sans continuité, mais en même temps, plus de reprenariat. Je pense que ça met l'emphase clairement sur le fait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui approchent l'âge de la retraite et qui veulent sortir de leur entreprise. Et ça amène donc des opportunités pour ceux qui veulent reprendre, d'où la hausse du reprenariat. Mais pour ceux qui ne réussissent pas à trouver des repreneurs, il y a des entrepreneurs qui sortent de l'entrepreneuriat en disant « tant pis, je n'ai pas trouvé, je vais simplement mettre la clé dans la porte ». Probablement que c'est les plus petites entreprises, un peu plus fragiles, avec peut-être un peu moins d'actifs qui se retrouvent dans ces situations-là. On n'a pas le fin détail. Il y a d'autres recherches qui suggèrent que ça pourrait être ça. Mais néanmoins, c'est quand même un élément à considérer. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens d'entrepreneurs établis qui atteignent l'âge de la retraite ou qui approchent dangereusement du moment fatidique, ils vont dire moi, je ne veux plus gérer mon entreprise. Donc, ça crée des opportunités, mais en même temps, ça crée aussi une pression là, pour que ces entreprises-là maintiennent leur pérennité dans le temps, parce qu'on le voit, l'entrepreneuriat établi décline au Québec. Donc, la pérennité demeure toujours un enjeu important, évidemment, pour ceux qui sortent, mais pas que. On voit qu'on demeure quand même assez dynamique au niveau des entrées, mais ça ne se répercute pas dans l'entrepreneuriat établi. Au contraire, ça baisse, ce qui veut dire que les nouvelles entreprises qui sont créées n'ont peut-être pas la solidité et les modèles d'affaires suffisamment bien établis ou bien solides pour être capable d'assurer suffisamment de profitabilité puis de se maintenir dans le temps. Fait que ça, c'est un enjeu. Ça fait plusieurs années, Marc et moi, on le répète à chaque fois qu'on dévoile le GEM, qu'il y a probablement lieu de s'attarder à la pérennité des entreprises qui sont en train d'émerger au Québec pour s'assurer donc qu'ils soient suffisamment rentables et qui permettent justement de développer l'économie. Et puis, au niveau de la priorisation des objectifs de développement durable, on l'a vu, là, ça semble être beaucoup plus les émergents là, qui sont tournés vers une priorisation du développement durable, tandis que les établis, probablement, qui luttent un peu plus pour leur survie. Fait que on se posait comme question, en fait, est-ce que c'est peut-être un phénomène générationnel? Parce qu'on peut imaginer que les nouveaux entrepreneurs, les émergents, la moyenne d'âge des gens qui créent des entreprises est de 39 ans à peu près au Québec. Et donc, on peut s'imaginer donc, que c'est peut-être une question de génération plus sensible aux questions environnementales. Mais ça peut être également une plus grande difficulté de faire évoluer les modèles d'affaires quand tu as une entreprise qui est bien établie, que ses marchés et pour lesquels ce n'était pas une priorité de développement durable. C'est peut-être difficile de faire une espèce de pivot ou en tout cas du moins stratégiquement de s'engager dans le développement durable sans remettre en question davantage le modèle d'affaires. Fait qu'il y a peut-être
une plus grande difficulté à faire cette transition-là, disons, chez les entrepreneurs établis, à plus forte raison si leur priorité, c'est de se désengager de l'entrepreneuriat pour penser à leur retraite. Bien, ils ne sont pas en train de réfléchir au développement durable. Ils sont en train de se dire, ça me prend un repreneur, sinon je vais mettre la clé dans la porte. Fait que c'est peut-être ce qui explique là, ce portrait-là qu'on observe cette année. Et ça amène probablement aussi des opportunités chez les repreneurs qui vont reprendre des entreprises, de profiter également peut-être de cette reprise d'entreprise-là pour donner un second souffle et amener les entreprises à s'engager davantage dans le développement durable. Fait qu'il y a peut-être de ce côté-là, éventuellement, quand il y aura davantage de transition vers de nouveaux repreneurs qui vont s'implanter dans les entreprises, peut-être qu'on va assister justement à moins de fermeture d'entrepreneurs établis et à plus d'engagement dans le développement durable. Ça sera à suivre. J'ai vu dans le chatroom par ailleurs là, que le lien de téléchargement du rapport a été rendu disponible. Il y a plusieurs endroits là, pour le faire. Je vous mets le lien également du site du consortium GEM dans lequel vous pouvez télécharger notre rapport, mais pas que notre rapport, le rapport international, le rapport des différents pays qui sont produits. On a un site web qu'on a créé à l'UQTR dédié au Global Entrepreneurship Monitor avec différents documents, évidemment nos rapports, mais pas que. Donc, vous pourrez le télécharger dans les liens qui ont été diffusés. J'en profite pour remercier les différents partenaires. À ne pas oublier, là, on a un bel appui là, du ministère de l'Économie, Innovation et de l'Énergie pour produire le rapport. Et on le fait depuis plusieurs années en collaboration avec le Carrefour d'entrepreneuriat d'innovation et ses différents partenaires qui appuient le Carrefour puis qui nous permettent d'avoir également là, des fonds pour être capable de produire ce rapport-là. Je pense à Desjardins, la Fondation de l'UQTR, la Caisse de dépôt de placement, puis la Fondation Jean-Louis Tassé. Donc, je remercie les différents partenaires. Et puis, voilà, vous allez pouvoir, j'arrête le partage. On repasse la parole à Maxime qui va nous présenter le panel qui suit. Excellent, merci. Je remets mon temps. Merci à Étienne, merci Marc, merci d'avoir respecté le temps. On entre maintenant dans la partie qui est un peu plus terrain, je vous dirais. Donc, je vous présente nos deux panélistes et ensuite l'expert. Je vais débuter par Mme Claudia Goulet de chez Combustion Expert Énergie, pardon, qui, soit dit en passant, est à son deuxième panel aujourd'hui. Bref, une experte bien réchauffée. C'est une petite blague de biomasse en lien avec son nom d'entreprise pour les plus perspicaces. Donc, après avoir terminé son baccalauréat en comptabilité à l'UQTR, elle a fait une maîtrise en droit fiscal et occupé différents rôles d'administration avant de se joindre à son entreprise actuelle en 2013. Le décès, malheureusement, de son père en 2006 a poussé abruptement Claudia vers la reprise de l'entreprise familiale, la société Toiture Haute-Toit. Après avoir dirigé pendant deux années, elle a décidé de céder ses parts à la famille. Et quelques temps après, elle s'est jointe avec son associée actuelle, Mme Sylvie Millette, ayant malheureusement perdu subitement son conjoint. Elles ont depuis misé sur la croissance de cette entreprise manufacturière spécialisée dans des solutions éco-énergétiques basées sur la combustion et la biomasse. Depuis 2016, elles ont fait l'acquisition d'une flotte de location, ainsi débuté une nouvelle ligne d'affaires. Et récemment, en 2022, l'acquisition de Rocco Industries, située à Québec, a été concrétisée. Le résultat, c'est une flotte d'équipements qui a été multipliée par 4. On peut donc conclure que la croissance semble être le mot d'ordre pour ces deux femmes d'affaires. Donc, bienvenue, Claudia. Je m'en vais ensuite vers M. Jesse David Carignan. Il se définit comme quelqu'un de transparent qui ne se conforte aucunement du statu quo. Il est dans l'entrepreneuriat principalement parce qu'il peut toujours innover, mais aussi porter plusieurs projets à la fois. Donc, après avoir travaillé pour d'autres entrepreneurs comme directeur de projet, notamment directeur d'usine ou autres postes clés, il a décidé de faire le saut en entrepreneuriat pour être maître un petit peu de ses décisions et faire fructifier ses idées novatrices. Il est présentement actionnaire dans l'entreprise de toiture Le Tendre et Forcier Limité, qui œuvre principalement dans la fabrication de fermes de toit et de poutrelles de plancher sur mesure. Jessie est titulaire d'une maîtrise en génie de l'environnement de l'ETS et aussi d'un MBA de l'UQTR. Finalement, M. Alexandre Olive, du Centre de transfert d'entreprise du Québec, bien connu sous le nom de CETEC. Il est présentement directeur général depuis novembre 2021. Donc, Alexandre a principalement évolué dans le domaine public, municipal et économique. Fort de 20 années d'expérience au service de l'économie du Québec, Alexandre a toujours été reconnu comme une personne impliquée.
Le CETEC dans le fond, le CETEC, c'est quoi? C'est une cinquantaine de ressources dédiées à travers le Québec pour faciliter le reprenariat et pérenniser celle-ci. Étant dans une période propice au reprenariat, le CETEC a donc le vent dans les voiles en ce moment dans l'écosystème entrepreneurial du Québec. Donc, on arrive vraiment dans le crunchy de l'affaire, si je peux dire. On est dans la période de questions. J'invite donc les gens à poser leurs questions, encore une fois, dans la section clavardage, si vous en avez. Aussi, Étienne et Marc, gênez-vous pas pour poser les vôtres si vous en avez. Premier tour de choses, je vous dirais, en premier lieu, je voudrais simplement avoir vos impressions globales sur le rapport qui vient d'être présenté, en lien évidemment avec le reprenariat ou autre. Donc, est-ce qu'il y a des surprises, des choses qui vous ont surpris, des confirmations, peu importe? Donc, je voudrais vous attendre. Peut-être commencer par Claudia, si tu veux briser la glace. Parle-moi un petit peu de tes premières impressions après l'écoute de ce rapport. Je trouve ça, c'est préoccupant. Je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont préoccupants. Il y a un élément qui me réjouit. Par contre, je voyais que le reprenariat est vraiment en hausse par rapport au reste du Canada. On était à 35,8, j'ai noté, là, versus un 25,1 par rapport au reste du Canada. Fait que je me disais, au moins là-dessus, pas juste au moins, mais là-dessus, on performe. Puis j'imagine, je ne sais pas si je tire des bons constats, mais toute l'implication que vous avez avec l'Institut ou avec le CETEC, j'imagine que c'est des choses et des organismes puis des centres d'études qui aident à ce que ce reprenariat-là se fasse au Québec. Puis je le souhaite ardemment parce que ça fait partie d'un gros tissu de notre économie. Je pense que c'est extrêmement important. Alors, mais sinon, je pense qu'il faut merci à vous tous de faire ces constats-là, de nous amener ces constats-là annuellement pour pas qu'on perde ça de notre radar puis qu'on soit bien conscient de ce qui s'en vient puis de pousser à ce qu'il y ait du reprenariat et qu'il y ait du démarrage aussi de nouvelles sociétés là, que j'ai vu à travers vos indicateurs. Super. Mais merci beaucoup, Claudia. Jessie, tes premières impressions suite à l'écoute du rapport? Oui, écoute, je vais un peu dans le même sens que Claudia. Dans le fond, je suis content de voir que le reprenariat prend de l'ampleur au Québec présentement. Effectivement, on sait que l'entrepreneuriat, c'est des processus souvent qui sont difficiles, très difficiles sur tous les aspects, là, autant psychologiques, financiers, etc. Le reprenariat permet un peu de limiter ces risques-là, contrairement à l'entrepreneuriat traditionnel. Mais par contre, je suis quand même content de voir que justement, il y a beaucoup d'opportunités qui sont présentes sur le marché. Puis il y a de plus en plus de gens qui vont les chercher, ces opportunités-là, pour réduire justement le nombre de fermetures d'entreprises établies. Donc, il y a de la place, il y a beaucoup de place pour des gens comme moi là, présentement sur le marché. Il faut juste bien s'entourer puis réussir à aller chercher ces opportunités-là au bon endroit. Donc, je suis content de voir que c'est en augmentation. Je pense que c'est une belle voie pour le Québec aussi, si on peut focuser un peu plus là-dessus et aider ces gens-là à aller vers cette direction-là sans nécessairement négliger la portion entrepreneur émergent. Super. Merci, Jessie. Alexandre, je vous donne la parole pour tes impressions. Bonjour tout le monde. Effectivement, sous un angle, je dirais, qui va toucher particulièrement le reprenariat. Là, en 2020, on annonçait qu'il y avait 35 000 entreprises. Là, c'était un chiffre assez conservateur là, qui était disponible, enfin en tout cas qui serait disponible pour du reprenariat. C'est sûr qu'on n'avait pas actuellement dans ces chiffres-là ni les effets de la COVID, ni les effets des problèmes d'inflation, ni les effets accélérés des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement. Donc, ce rapport-là, en tout cas, nous donne beaucoup plus de précision sur ça. Il y a deux choses que je retiens, c'est les fermetures, les intentions de fermeture diminuent un peu et le nombre de repreneurs et les intentions de transfert augmentent. Alors, c'est des signes très encourageants. Maintenant, il y a évidemment d'autres paramètres qui nécessiteraient des bonnes discussions, mais je trouve ça en tout cas très encourageant dans un contexte en plus où, disons, l'entrepreneuriat est un peu mis à mal, des taux d'intérêt qui n'ont jamais été aussi élevés. On sait que ça a des impacts aussi sur la reprise d'entreprise. On est en train d'essayer d'évaluer ça puis de travailler ça. Mais je trouve ce rapport, en tout cas, à première vue comme ça, là, très pertinent. C'est toujours très, très intéressant, en tout cas, d'avoir accès à ces données-là. Ça confirme certaines stratégies et en même temps, ça envoie un signe assez clair, en tout cas pour ma part, au niveau du reprenariat.
Merci encore une fois, Alexandre. J'irai avec une deuxième question, puis je vous la lance à haut 3. Je ne vise personne, mais en quoi la situation actuelle au niveau du reprenariat est-elle différente versus début des années 2000? Je vois que Claudia, elle, ce n'est pas une reprise qui est relativement récente, là. En quoi la situation actuelle est vraiment différente versus il y a 15 ou 20 ans? La question est lancée. Je vais y aller. Mais en fait, Oui. on s'en a un petit peu parlé, hein? Je laisse Oui, la question. exactement, c'est pour ça. Oui, exact. C'est ça, le contexte n'est pas pareil aujourd'hui. Il y a des organismes qui existent. Les gens sont un peu plus aiguisés là-dessus. À l'époque des années 2000, on en parlait, on le savait que ça s'en venait. Mais si on voulait se porter acquéreur de quelque chose, il n'y avait pas vraiment de marché, il y avait pas. C'est difficile de trouver les opportunités. C'est pas le même contexte, vraiment, là. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup d'opportunités maintenant, fait que j'imagine que ça vient avec. Il y a des organisations, il y a un écosystème qui s'organise aujourd'hui. Mais heureusement, cet écosystème-là aujourd'hui qui s'organise est vraiment important. Fait que je pense que ça va faciliter tout ce qui est en train de se faire. Je pense que ça va faciliter à ce que le reprenariat se poursuive, là, à ce que est-ce qu'il y a davantage de reprenariat dans le futur? Exact. Puis juste pour faire un petit peu, là, pour rebondir un peu sur ta réponse, au niveau de l'écosystème, puis la question s'enligne plus vers Alexandre. L'écosystème entrepreneurial actuel, là, pour aider les entreprises à passer le flambeau, là, je comprends que le CETEC est là, mais dans tout cet écosystème-là, est-ce qu'il y a d'autres services que, selon toi, augmentent les succès, dans le fond, d'avoir un reprenariat à succès, si je peux dire? Ben, l'écosystème qui est en pleine évolution là maintenant, surtout qui s'est accéléré depuis 5 ans. Alors le CETEC, pour un petit rappel, a été créé par le gouvernement du Québec sous Philippe Couillard là, il y a quelques années déjà et a beaucoup évolué. Donc on joue un rôle, je dirais, central justement d'animation puis de fédérer des gens autour de l'importance du reprenariat. On a créé d'ailleurs la table nationale sur le reprenariat il y a quelques semaines qui rassemble à la fois les fédérations de chambres de commerce, la Fédération des jeunes chambres de commerce, le Conseil du patronat, des ministères pour justement développer des projets pilotes très importants et faire du reprenariat une cause nationale. Ceci dit, il y a encore des services d'accompagnement qui sont manquants. Je pense qu'avec le nombre d'entreprises qu'il y a, je pense qu'il y a encore il y a beaucoup de place pour créer des services de proximité auprès des entreprises qui en ont besoin. Je donne un seul exemple. Il est parfois plus facile de penser qu'une entreprise avec un chiffre d'affaires un petit peu plus petit est plus facile à vendre et demande moins de travail, contrairement à une entreprise qui a des chiffres d'affaires un petit peu plus élevés. C'est exactement l'inverse. C'est beaucoup plus difficile à transférer même si l'entreprise est profitable, même si elle est sur un marché qui est très, très intéressant, souvent, ça vient attirer des repreneurs de première génération, donc qui ont des capacités de financement plus difficiles. Donc, ça complexifie beaucoup une démarche de reprise. On a eu un forum sur le reprenariat pas plus tard que la semaine passée, et un des enjeux, c'est l'accès à cette première reprise. Comment on fait comme société québécoise pour dire on arrive avec on a un repreneur qui est parfait, il est bien formé, il correspond à la vision du cédant, le match est presque parfait et on arrive et il est limité par ses capacités de financement qui sont d'autant plus, je dirais, difficiles aujourd'hui avec des taux d'intérêt qui n'ont juste pas de bon sens. Donc, je te dirais comment l'écosystème peut aider, en s'intéressant à des réseaux, à des systèmes d'accompagnement beaucoup plus microscopiques et en s'intéressant notamment sur les premiers transferts. Parce qu'une fois qu'on est un repreneur en série, qu'on a déjà acquis une première entreprise, l'accès au financement est plus facile. On a une capacité d'aller accéder à des entreprises qui sont peut-être plus intéressantes, etc. Donc, je dirais, l'enjeu est, à mon avis, si on veut développer cette culture du reprenariat, il faut s'immiscer dans la prise de risque beaucoup plus tôt. Et on l'a fait il y a 20 ans au Québec en créant toutes les initiatives de l'entrepreneuriat, les soutiens financiers. On fait ça depuis, et le Québec est pas mal très, très avancé. Mais sur le reprenariat, si on veut développer cette culture-là, alors il faut développer des services de première acquisition qui, à mon avis, devraient être beaucoup plus agressifs et beaucoup plus aidants. Voilà. Super. Merci, Alexandre. Une petite question pour Jessie, étant donné que tu es un nouvel acquéreur, là, mais en 2023, là, pour trouver une entreprise intéressante, là, hormis le CETEC, c'est quoi le processus du combattant pour être capable de trouver une entreprise intéressante à acquérir?
Écoute, c'est une job à temps plein. On s'entend quelqu'un qui veut vraiment, vraiment acquérir de quoi puis qui veut faire le bon move, là, la bonne transaction. Écoute, moi, personnellement, j'ai eu la chance d'avoir un associé qui faisait ça à temps plein. Donc, il m'a embarqué dans son bateau. Mais s'il n'aurait pas été en mesure de prendre un temps de recul, de prendre une année ou deux pour se mettre à temps plein sur ce projet-là, c'est très, très difficile. Donc, les gens en général qui ont un travail de 8 à 5, puis qu'ils essaient de faire ce genre d'acquisition-là en parallèle, c'est très, très, très difficile au niveau temporel, financier, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment être en mesure de prendre du recul. Donc, c'est un projet qu'il faut planifier d'avance, comme l'achat d'une maison, je vous dirais, en pire, là. Donc, il faut vraiment comme planifier un cash down, planifier aussi toutes les ressources financières pré-achat, donc durant la négociation. Il n'y a pas beaucoup justement de services comme Alexandre le disait. Pour une première acquisition, il y a beaucoup, beaucoup de frais qui sont engendrés au niveau professionnel. Puis, souvent, quand une transaction avorte, ben souvent, c'est le cash down du repreneur qui disparaît dans ces frais-là, là. Donc, je vous dirais qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup, beaucoup d'améliorations à faire. Mais je pense que la clé pour un repreneur en 2023, c'est de prendre le temps, de monter ça comme l'achat d'une maison ou d'un parc immobilier, puis avec des ressources peut-être un petit peu plus grandes parce que ça prend peut-être un petit peu plus de ressources. Puis je pense que c'est la meilleure manière de le faire. Donc, prendre du recul, prendre le temps, être résilient. Donc, il peut y avoir plusieurs échanges. Ça ne veut pas dire que c'est le premier deal qui va marcher, mais continuer, persister, puis c'est ça. Et puis utiliser aussi les ressources qui sont disponibles, qui sont gratuites, parce que souvent, c'est là qu'il faut aller chercher le plus d'informations, parce que c'est facile de se tromper là, au niveau, tu sais, on est entrepreneur, on est rêveur, mais on n'a pas on n'est pas parfait, on n'a pas toutes les qualifications, donc c'est de bien s'entourer, là, je dirais, aussi. Bien, tu as entièrement raison, Jesse. Puis dans ma pratique à moi, ici à l'université, je suis beaucoup en contact avec les étudiants. Puis souvent, le reprenariat n'est pas une option. Souvent, ils veulent démarrer, mais reprendre quelque chose, premier réflexe qu'ils ont, c'est « j'ai pas les moyens ». Mais parfois, il y a vraiment des beaux matchs à faire entre des entrepreneurs, des fois, qui nous appellent pour dire « moi, je suis à vendre, si tu vois des étudiants allumés, j'aimerais ça être en contact avec eux », puis le financement n'est pas nécessairement un problème. On a même des cas là, vécus où est-ce que les repreneurs n'ont pas mis un sou de leur poche. Exact. Il y a des belles opportunités là. Souvent, l'association est une bonne option. Souvent, quand l'entreprise est quand même d'une dimension raisonnable, là, faire tout ça tout seul, ça devient presque impossible, là. Donc, s'associer avec quelqu'un avec plus d'expérience, peut-être plus justement de ressources financières, ça permet à un jeune repreneur d'émerger dans une première transaction parce qu'effectivement, le plus dur, c'est de faire la première transaction. Après ça, on dirait que tu embarques dans un microcosme, puis tu peux faire, si tu réussis à sortir bien ta première transaction, après ça, ça devient un peu presque comme acheter des maisons ou bâtir un parc immobilier finalement. Et tu te bâtis une crédibilité aussi auprès des prêteurs là, en faisant ça. Exact, c'est vrai. Fait qu'il y a ça aussi. Super. Étienne et Marc, je ne sais pas si vous avez des questions qui vous brûlaient les lèvres, mais je vous laisserai le micro. On peut rebondir. En fait, on a eu plusieurs questions dans les questions-réponses. Puis il y avait des choses qui tournaient alentour justement des services qui sont offerts aux entrepreneurs, à la fois pour les gens qui veulent reprendre, mais également pour les gens qui sont plus établis et qui auraient besoin de soutien justement pour se maintenir en activité. Puis une des questions qu'on avait, c'est dans quelle mesure ces services-là sont connus, sont disponibles, sont adaptés pour les différentes situations. Fait que personnellement, j'avais un peu l'impression aussi que quelqu'un qui reprend une entreprise pour la première fois, une fois que l'entreprise est reprise, bien, il devient évidemment un entrepreneur, puis donc il doit faire évoluer cette entreprise-là. Fait qu'il y a peut-être une transition qui est peut-être, comment dire, qui est un enjeu. Évidemment, reprendre, s'approprier l'entreprise, mais après ça, l'amener à un autre niveau. Puis, je ne sais pas dans quelle mesure vous estimez là, que les services sont disponibles dans cette période-là un peu précise. Pas tant la transaction, l'achat, mais également, mais plus en amont, une fois que vous devenez propriétaire de l'entreprise. Ben, je peux peut-être faire un petit bout de chemin sur cette réponse-là. D'abord, deux choses. Vous savez, il y a
y a plusieurs types de transferts d'entreprises aussi, là. Nous, personnellement, ce qui nous préoccupe, c'est qu'on a 61% des entreprises actuellement au Québec qui n'ont pas de plan de relève. Donc, je ne parle pas de ceux qui ont déjà un plan de relève ou qui ont une relève identifiée. La large majorité des entreprises qui veulent vendre ou qui souhaitent céder n'ont pas de relève. On a créé un outil qui s'appelle l'Index, qui est ni plus ni moins une plateforme, en fait, qui permet de voir les occasions d'affaires. D'accord? Ça permet à des acheteurs et à des vendeurs de pouvoir éventuellement échanger. Mais l'enjeu qu'on a, c'est que les cédants, surtout du côté des cédants, ne veulent pas s'afficher trop vite. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque, évidemment, d'effrayer certains fournisseurs, certains employés. Ça peut dévaloriser même l'entreprise dans sa dernière année. Donc, c'est un marché très opaque. Alors souvent, il y a beaucoup de repreneurs qui disent, ben, on est intéressé, on a la capacité financière, on peut même trouver des partenaires, mais les occasions d'affaires sont où? Alors c'est très difficile parce que les cédants vont s'afficher au dernier moment, vont vouloir utiliser leur réseau de proximité le plus vite possible. Et donc, c'est un marché qui nécessite d'avoir des entrées dans chaque région. Donc, je vous dirais que le marché est là, mais il ne faut pas hésiter vraiment à parler soit à ces firmes d'avocats, ces firmes comptables. Le CETEC, évidemment, est là, mais tous les réseaux d'entrée, les types CLD, MRC, SADC, ils ont une panoplie d'entreprises qui sont dans leur poche, que moi j'appelle ça le marché caché. Et il y a des occasions d'affaires qui sont très facilement décelables. Mais le problème, c'est qu'on ne les voit pas sur la place publique parce qu'il y a un risque aussi pour le cédant de s'afficher trop vite, là. Excellent. Merci. Est-ce que Marc, tu avais une question ou un commentaire? Non, ben écoute, je suis un peu comme Étienne, je suis en train de lire les questions autant dans le chat que dans la pièce là, virtuelle de questions-réponses. Écoute, beaucoup de questions par rapport à, je dirais, ce que le rapport suggère en termes de politique publique et ainsi de suite. La réalité, c'est que le rapport, en fait, c'est un rapport descriptif. C'est très difficile d'établir des recommandations de politique publique et ainsi de suite. Peut-être juste une chose que je peux ajouter par rapport à d'autres travaux qui sont faits. Je pense que Alexandre en parlait. Ce qui est différent, en fait, ce qui me semble très important de retenir, la différence entre le reprenariat et l'entrepreneuriat, c'est que dans le reprenariat, le marché est très opaque, en fait, entre le vendeur et le repreneur. C'est-à-dire, c'est très difficile. Et en plus, il y a une question de méfiance dans le sens où autant le cédant que le repreneur s'attendent à ce que l'espèce d'écosystème de soutien qui tourne autour de la négociation est là essentiellement pour siphonner du surplus, en fait. Donc, d'éliminer en quelque sorte un peu les opportunités qui pourraient être réalisées. Donc, cette méfiance-là, elle doit, je pense qu'il faut en parler, il va falloir trouver des outils pour favoriser la confiance entre les cédants et les repreneurs. Et je pense qu'une chose qu'il faut qu'il soit fait, c'est de rendre le marché plus transparent. Un peu comme dans le marché immobilier, hein, on sait le nombre de maisons qui sont à vendre, le nombre d'acheteurs, on a des idées des quantités de transactions qui se font, à quel prix, c'est quoi le multiple. Je pense qu'il y a de la place pour avoir ce genre de transparence-là, autant dans le marché du reprenariat que dans le marché de l'entrepreneuriat. L'autre enjeu, c'est que lorsque je pars un projet entrepreneurial, les pouvoirs publics ont mis beaucoup d'efforts pour soutenir justement le développement des startups. Pourquoi? Parce que là, l'information sur la qualité, l'innovation associée au projet est encore très indéterminée et les pouvoirs publics ont compris qu'il fallait qu'ils investissent dans l'entrepreneuriat, justement pour se débarrasser un peu de l'asymétrie d'information qu'il y avait entre le financement et l'entrepreneur. Cela existe encore dans le reprenariat, mais pas au même niveau. Et il semble y avoir encore des problèmes au niveau de la valorisation des entreprises. Donc, moi, ce qui me surprend encore dans les statistiques qu'Alexandre parle, c'est qu'encore un entrepreneur sur deux qui dit qu'il veut transférer
n'a aucune idée de la valeur de l'entreprise qu'il veut vendre. Donc, ça me surprend. C'est comme si vous demandiez à quelqu'un, oui, je veux vendre ma maison. Combien vaut ta maison? Ah, j'ai aucune idée. Et c'est vrai que dans le fond, le propriétaire d'une maison qui veut vendre sa maison peut au moins se fier à son rôle d'évaluation municipale pour avoir une petite idée à peu près combien vaut ma maison. Mais dans une entreprise, il n'y a pas de registre comme ça. Et je pense que c'est le rôle justement des chercheurs de tenter de donner une idée à ces gens-là, aux cédants et aux repreneurs, comment vous outiller pour avoir une idée objective, plus incertaine, mais objective, de c'est quoi la valeur de l'entreprise pour celui qui veut vendre et c'est quoi la valeur de l'entreprise pour celui qui veut acheter, tout en réalisant qu'il n'y aura pas une seule valeur unique. C'est important de réaliser il va toujours avoir deux valeurs. Et le but de la négociation, c'est de trouver tout simplement le prix qui va faire l'affaire de tout le monde, en fait. Donc, moi, c'est ça que je retiens là, des échanges et des questions dans les deux chats. Puis, juste pour pousser un petit peu encore, Matt, de ne pas faire une règle de 3 en disant il y a un chiffre d'affaires, donc ça vaut tant. Le chiffre d'affaires, souvent, ne veut absolument rien dire. Donc, c'est ça aussi des fois qu'il faut faire réaliser à l'entrepreneur qui désire vendre qu'à la base, ça vaut toujours 1 million. C'est tout le temps ça de leur chiffre mécanique. C'est exactement. C'est un très bon point, Maxime. Puis je rejoins Claudia, ce qu'elle disait tout à l'heure. C'est que les choses ont changé beaucoup entre 2000 et maintenant, et c'est les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés en ce moment et donc financer l'achat d'une entreprise coûte beaucoup plus cher maintenant qu'en 2000 où les taux d'intérêt, le taux directeur est à peu près 2,25, 2,50. Maintenant, c'est beaucoup plus élevé que ça. Merci, Marc. Je vois qu'il y a une main levée. Ou Oli, tu voulais intervenir? Alexandre? Je vais laisser Claudia, je pense que... Claudia, excuse-moi. J'allais dire, moi, ce que je vois, c'est que Marc, vous parliez de valeur. Je pense que c'est important pour les sociétés qui veulent se mettre en vente de connaître cette valeur-là. Puis, à travers les services comptables, ça se fait quand même assez bien, là. Je pense que l'indicateur du bénéfice avant intérêt, impôts et amortissement est un bon indicateur sur un certain nombre d'années pour se faire une idée règle du pouce qui correspondrait à peu près à la valeur du rôle municipal, mettons. Un exercice comptable viendrait préciser un peu cette valeur-là. Puis il y a un facteur d'attaché il y a un multiple attaché à ce bail-là pour venir donner une espèce de valorisation à la société. C'est quelque chose qui se fait quand même. Je pense que si les gens développent ces réflexes-là puis ils les comprennent, ça se comprend assez bien. Puis après ça, au niveau financier, vous avez raison d'évoquer que là, ça devient difficile. Moi, ce que j'anticipe, c'est que ça va venir jouer sur les valeurs, par contre. Comme un montage financier, pour reprendre un peu ce que Jessie disait, c'est comme l'immobilier. C'est la même affaire, c'est les revenus que ça génère, puis la capacité de rembourser une dette qu'on va créer en fonction de ces revenus que ça génère-là. Bien, si le coût de la dette est plus élevé, ça va venir un petit peu créer une pression sur la valeur de la société. Moi, c'est ce que j'anticipe. Fait que je ne vois pas de frein tant que ça à la hausse des taux d'intérêt. Ce que je vois, c'est que ça va probablement impacter sur la valeur des gens qui vont vendre. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, mais je pense que les montages financiers sont encore possibles à faire puis encore intéressants à faire. Si je peux faire un peu de pouce sur ce que tu dis, Claudia, en fait, c'est que moi, je le vois, c'est que les cédants va falloir qu'ils mettent peut-être un petit peu plus d'eau dans leur vin avec des stratégies là, de balance de prix de vente ou de earn-out, mettons, pour réussir à aller prendre une partie là, du risque de leur côté, parce qu'il y a quand même, souvent c'est des gros montants, donc il faut qu'ils soient en mesure d'absorber une partie du risque, parce qu'on s'entend, c'est comme se lancer un peu dans le vide, là, acheter une entreprise. On sait, je pense tout le temps qu'il y a des squelettes dans le placard, etc., malgré des due diligence qui sont bien faites. Donc, je pense que la hausse des taux d'intérêt va probablement moduler la quantité, mettons, là, de balance de prix de vente et de earn-out. Mais la plupart des cédants, parce que moi, j'ai vu quelques transactions, ils ne sont pas formés, ne connaissent pas ces principes-là souvent. Quand tu n'as jamais vendu d'entreprise, tu n'es pas au courant. Donc, je pense qu'au niveau des cédants aussi, il va y avoir de l'éducation à faire là, pour
de faire comprendre que s'ils veulent réussir à créer de la valeur puis à réussir à vendre nos entreprises, il va falloir qu'ils mettent un peu du leur dedans. Bon point. Est-ce que tu voulais rebondir, Claudia? Non, je disais que Non? c'était des bons points que tu amenais. Exactement. Mais dans le fond, on peut dire que le gros bout du bâton, ça s'est comme inversé. C'est vraiment l'acheteur, des fois, qui est capable d'avoir le gros bout dans ces situations-là. Il y avait une main de levée, je pense que c'est M. Castonguay. Auréa, est-ce que je me trompe? Absolument. Donc, si Alain veut réactiver le son de son micro puis poser sa question, la parole est à toi, Alain. On ne t'entend pas. Peut-être que la question d'Alain, c'est celle qui est mise dans le Q&A, qui était on peut demander aux deux repreneurs présents dans le panel quel a été l'élément qu'ils ont le plus sous-estimé au moment du repreneuriat et qui ne doit pas être négligé par ceux qui peuvent être tentés par l'aventure du repreneuriat. Une bonne question. Donc, bonne question. Moi, j'en ai deux. Là. Les un, j'ai déjà parlé, en fait, c'est de bien s'entourer pour tout ce qui est préachat. Donc, pas négliger les professionnels qui vous entourent au début, autant les montants à mettre dans ces professionnels-là que le temps puis tout le montage préachat, mais aussi un coup que le deal, que la transaction est faite, il y a souvent un gros clash culturel entre le cédant puis le repreneur. Donc, il faut être extrêmement résilient. Il ne faut pas rentrer dans l'entreprise en voulant tout casser, tout déplacer. Dites-vous là, que c'est à peu près comme si vous arriviez dans le salon de votre voisin, là, puis vous prendriez tout dans ses armoires. Là, tu sais. Fait que c'est vraiment intense là, la première année, là, la résilience qu'il faut avoir là, pour réussir à faire en douceur une belle transaction. Principalement dû au clash culturel, puis pas juste avec les repreneurs, avec les cédants, pardon, mais aussi tout l'organigramme, là, parce que ces gens-là, souvent, c'est leurs leaders, ils sont comme attachés à ces gens-là. Donc, il faut faire très, très, très attention à la manière dont on met les pieds dans une nouvelle entreprise. Là. Moi, c'est le point qui m'a le plus marqué personnellement. Claudia, je t'ai entendu sourire. D'habitude, ça ne fait pas de bruit, mais je t'ai entendu. J'aimerais ça juste que tu nous parles un peu de... C'est souvent un facteur qu'on met de côté en disant on va se concentrer sur les chiffres, sur les clients, mais le volet culturel, puis je dis ça exprès parce qu'il y a beaucoup de situations qui l'ont négligé, qu'on leur a dit avant, qui font comme non, ça va s'arranger. Qu'est-ce que le volet culturel fait que des fois, ça peut devenir un deal breaker dans des situations comme ça? Claudia. Je ne sais pas si ça devient un deal breaker parce que je pense qu'on le vit une fois que la transaction est faite, fait que le deal est closé, tu sais. Okay. Mais sérieux, Jessie, tu l'exprimes tellement bien. C'est exactement comme ça. L'exemple du salon du voisin, c'est oh! C'est vraiment, là, la description est très bonne. Puis effectivement, on sous-estime ça. Moi, je rajouterais à tout ce que Jessie a évoqué que, puis je me l'étais fait dire lors de l'acquisition, pendant le processus, là, essaye pas de garder la personne qui vend le cédant trop longtemps autour de toi. Nous autres, on l'avait joué en pensant bien faire, évidemment, là, que le cédant avait envie de contribuer encore, ça ne tentait pas d'arrêter nécessairement, mais le clash est arrivé pas mal vite. Puis la résilience que tu énonces, c'est exactement ça. Il ne faut pas en faire une affaire personnelle. Faut comprendre, il faut avoir de la bonne compassion auprès de ces gens-là qui ont créé quelque chose, que c'est leur bébé. Puis je vous le dis, là, j'ai vécu une situation où est-ce que c'était pas gentil, là. Mais j'aurais eu toutes les raisons de m'énerver puis de justifier des réactions, mais j'ai refusé d'embarquer là-dedans. Ça demande pas de recul puis d'avoir beaucoup de compassion pour ceux qui cèdent, pour tout ce qu'ils laissent. Puis cette transition-là, moi, je constatais que ces gens-là, ils ne réalisaient pas que ça allait à la retraite. Ils ne réalisaient pas qu'ils allaient pu faire ça. Je pense qu'il y a tout un exercice qui n'a peut-être pas été fait ou qui a
pas été conscientisé. Et fait que c'est un point qui est très pointu, ça. C'est très délicat comme point que tu as amené, Jessie. Sinon, dans les autres éléments, je dirais pas. Non, le reste, c'est vraiment le point le plus important. Merci encore, Claudia. Je pense qu'il y avait une question du public. Donc, la personne, M. Lahaye, je pense, qui avait une question. Tout à fait, je vais lui permettre de pouvoir intervenir. Voilà, M. Lahaye, vous pouvez intervenir. Oui, certainement. Bonjour à tout le monde. Merci pour le rapport que je participe annuellement. Très, très pertinent d'avoir cette image-là dans le continu. Il y a beaucoup d'éléments qu'on parle au niveau qui existent comme organisation pour aider les gens. Moi, ma préoccupation, puis je vais la lire, c'est peut-être plus simple. Là. On en parle beaucoup de la préparation, mais quelles sont les principales recommandations que vous pourriez faire à des gens qui désirent se lancer ou reprendre une entreprise comme responsabilité individuelle préparatoire au niveau de leur développement personnel pour développer leur mindset entrepreneurial? La question est lancée. Grande question. C'est une grande question, mais j'ai envie de vous partager un chiffre. Puis je vais laisser Jessie et Claudia, qui sont des repreneurs, peut-être aller plus sur la partie préparation de l'entrepreneur. Mais il y a quelque chose qu'on a mesuré et qu'on ne savait pas, c'est qu'on a mesuré auprès des 4500 entreprises qu'on a accompagnées depuis maintenant 7 ans, on a mesuré le taux de succès. C'est-à-dire combien 5 ans après sont encore debout. Et on a découvert sur notre échantillon à nous là, que 87,5% des entreprises étaient encore vivantes 5 ans plus tard. Et ça, c'est quelque chose que je martèle assez souvent maintenant dans les interventions que je fais, c'est que le reprenariat et l'accès peut-être peut paraître un peu compliqué, peut paraître un peu plus laborieux parce que ça nécessite des négociations, de l'accès à du financement, mais le taux de succès est quand même de loin très alléchant et très intéressant. Alors, ça varie en fonction du domaine d'activité, bien évidemment, mais globalement, ça reste quand même ça. Donc, je dirais que la première chose, c'est de s'informer et de bien se préparer en amont. Moi, si j'avais un conseil, ce serait la préparation est de mise parce qu'on a tellement de questions et de sous-questions qui vont vite venir sur la table quand on va vouloir acquérir une entreprise, ne serait-ce que l'implication de ses enfants, ne serait-ce que son implication personnelle, le rôle qu'il veut avoir dans l'entreprise. Toutes ces questions-là semblent assez simples, mais ça demande quand même un bon degré de réflexion. Donc, la préparation est souvent la clé, en tout cas pour des transferts plus réussi, moins laborieux, moins fastidieux qu'un entrepreneur ou une entrepreneur qui viendrait un peu à la dernière minute, qui dirait dans 6 mois, je voudrais vendre l'entreprise et aller jouer au golf en Floride. C'est plus difficile, vous comprenez? Donc, ce serait le message que je voudrais adresser. Jessie, Claudia, est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? Dans les facteurs de réussite, finalement? Écoute, je peux-tu y aller, Claudia? Vas-y. Oui. Moi, je pense que je l'ai dit, là, je me répète, il faut être extrêmement résilient. Puis je pense qu'une personne qui ne l'est pas d'emblée et qui veut devenir entrepreneur ou repreneur, c'est le point principal sur lequel il devrait travailler avant de se lancer. Puis également, moi, de la manière que je l'ai faite, c'est bien personnel, mais je me suis mis dans des positions. Tu sais, dans le fond, je me suis organisé dans les années précédentes pour me mettre dans des postes ou des positions qui me mettaient sensiblement justement dans la même position. Donc, mais en étant salarié. Donc, ça peut être une manière, c'est-à-dire, tu sais, ça s'apprend aussi, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe. Puis peut-être qu'en te mettant dans ces positions-là pour quelqu'un d'autre, tu vas te rendre compte que ce n'est pas fait pour toi. Là. Donc, c'est un peu là que tu découvres que tu es entrepreneur ou pas. Je ne pense pas que, tu sais, il y a des entrepreneurs innés, là, mais ça existe, mais ça se développe également. Puis je pense qu'il faut se mettre dans des positions qui nous permettent de réaliser si on est fait pour ou pas. Moi, c'est comme ça que je le vois. Puis également travailler sur la résilience parce que quelqu'un qui est braqué,
qui veut imposer ses idées, puis peu importe dans quelle situation, que ce soit les fournisseurs, le cédant, peu importe, c'est jamais une bonne idée, je pense, en entrepreneuriat. Assez d'accord avec ça. Contrairement à toi, moi, j'ai un profil un peu différent. Toi, je vois que tu as eu une super grande préparation, tu as bien fait ça, tu n'as pas brûlé des étapes. Tu avais quelqu'un à côté de toi, même qui probablement qui étudiait des dossiers. Tu as dit que tu avais quelqu'un à temps plein qui faisait ça. C'est bravo, c'est vraiment chouette. Moi, j'ai été plus garochée. C'est un autre style, exactement. Fait que, tu sais, en fait, il y a plein de styles qui peuvent arriver. C'est probablement ce que ça me prenait parce que probablement que j'aurais jamais pensé que ça m'habitait, ce profil-là. Puis aussi, j'arrive dans une société plus comme gestionnaire en gouvernance parce que vous comprendrez que j'ai un profil de financière, j'ai un profil de comptable, puis j'ai acheté des sociétés qui œuvrent dans le chauffage industriel dont je ne connais pas le domaine. Alors, je dois il a fallu rapidement, puis même quand j'ai atterri dans l'entreprise à mon père, les couvreurs, il a fallu que je me fasse aimer, que je fasse adhérer les gens à ce que j'avais envie de faire. Il a fallu que je crée des liens de confiance avec les gens. Fait que j'ai fait la même affaire chez Combustion Expert. Ces skills-là, je pense qu'ils sont importants de manager. Il y a des entreprises, souvent les entreprises qu'on regarde, qu'on achète, c'est des entrepreneurs qui ont les deux mains dedans, très opérationnels, qui n'ont pas nécessairement le côté gestionnaire. C'est de même qu'ils ont drivé leur entreprise, puis ça a fonctionné. Moi, je suis arrivée plus en amont de ça. C'est un autre style, c'est un autre. Fait que ce que ça prend, bien, ça prend une certaine appétit pour. Ben, c'est du leadership, dans le fond, un leadership pour rallier les gens. Puis, il y a un truc qui me revient tout le temps dans la tête, ça prend un appétit pour le risque. Il faut que vous ayez une bonne appétit pour le risque. Ça peut être différents niveaux. Chacun est différent. Mais moi, je considère que qu'est-ce qui me drive là-dedans, c'est que j'ai aussi un appétit pour le risque. C'est la base, je pense aussi, là. J'irai avec une question du public, là. Je pense qu'il y a Mme Nadia Courstein qui aurait une question, ou M. Brian Oui, il y avait Brian Como, effectivement, qui voulait faire une petite intervention, puis je vais permettre après ça à Nadia d'intervenir. Excellent. Ouais. Merci, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Parfait. Oui, au Nouveau-Brunswick, on vit les mêmes choses. J'ai placé sur le chat comme tel différents liens avec Ready Nouveau-Brunswick qui fait des mariages avec le Carrefour PME, Carrefour Relève PME. Donc, les cédants qui hésitent à mettre leur entreprise à vendre parce qu'il y a des risques de perte de marché, d'instabilité. Si tu veux continuer quand même à croître, parce que tu as prévu peut-être faire une transition, mais ça allait prendre du temps, mais tu veux quand même développer, bien là, tes fournisseurs sont réticents, tout ça. Donc, il y a vraiment un beau carrefour qui est là, qui garde l'anonymat, la confidentialité, puis qui fait justement ces mariages-là éventuellement. Il y a également Canada S qui évolue dans le marché de broker, là. Et puis, je pense qu'il y a ces entreprises-là, ces brokers-là au Québec également. Puis la dernière chose dans l'intervention, c'est que le professeur Kadia Georgiaka accompagne présentement le postdoctorant Jean-Michel Maigret, où est-ce qu'ils font une étude au Nouveau-Brunswick sur transférer et reprendre une entreprise. Ils vont développer un projet, un dispositif, un outil innovant d'accompagnement de reprenariat. Puis ils vont plus loin que juste le côté technique, si vous voulez, là, les aspects éminents, politiques, psychologiques, symboliques, cognitifs du processus. Donc, un exemple que je donne souvent dans le reprenariat, le transfert est bien important, que ça se planifie comme il faut, puis qu'il y a un accompagnement du cédant avec le repreneur. Il faut il faut qu'on monte le chemin, il faut qu'on balaye le chemin bien souvent, mais à la fin, il faut savoir s'enlever du chemin pour laisser le repreneur voler de ses propres ailes. Puis un des constats qu'on remarque également, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui n'ont pas de relève,
pour prendre l'entreprise, mais parfois, il y a de la famille qui travaille dans l'entreprise, puis ça crée des tensions parce que des fois, le matching ne se fait pas comme il faut, puis c'est vraiment intéressant la question. Parce que là, est-ce que le repreneur va laisser aller cet employé-là? Puis qu'est-ce que ça va faire à la relation dans la transition et tout ça? Donc, il y a vraiment un côté plus que le côté juridique, comptable, commercial, production. Il y a vraiment tout un autre à côté qu'on est en train d'étudier. Puis, si vous voulez lire le texte, ben, j'ai placé le lien dans le chat room. Donc, merci. Merci, M. Comeau, très gentil. Madame Nadia Courchaine, je pense qu'elle avait un commentaire ou une question à faire. Oui, en fait, ça fait du pouce sur la dernière intervention également. En fait, on remarque effectivement il peut y avoir un problème entre les cédants et les repreneurs quand le travail commence à se faire et que le repreneur doit agir avec le cédant en place. Peut-être qu'il y aurait un accompagnement psychologique qui devrait être offert pour le cédant, pour le préparer à cette situation-là, parce que le cédant a mis une très bonne partie de sa vie, entre parenthèses, le temps de créer son bébé, de créer l'entreprise, et du jour au lendemain, il doit laisser aller les rênes de cette entreprise-là à quelqu'un de nouveau. Alors, j'ai l'impression qu'à quelque part, un soutien psychologique serait apprécié de la part des cédants. Puis, c'est sûr qu'il y a aussi il y a déjà des programmes de soutien psychologique pour les entrepreneurs là, en ce moment, à tout le moins en Mauricie avec Tête Première. Mais on peut, oui, intervenir auprès des repreneurs, mais les cédants aussi auraient besoin d'un soutien psychologique. Excellent commentaire. Souvent, on va négliger cette partie-là, mais quand même extrêmement importante. Est-ce qu'il y avait d'autres questions du public ou des commentaires, ou tout simplement Étienne ou Marc, si vous voulez rebondir encore? En fait, même sur cette intervention-là, sur le rôle du cédant, j'aurais envie de vous demander, dans le fond, comment vous avez trouvé cette dynamique-là avec le cédant, peut-être Jessie, puis est-ce que ça s'est comment ça a été vécu? Est-ce qu'il y a des enjeux, dans le fond, qui peuvent être réfléchis en amont pour faciliter toute cette transition-là? Écoute, je dirais que en amont, la seule chose qu'on peut faire, c'est avoir, pendant la transaction, c'est d'avoir une bonne lecture de la personne qui est en face de toi, parce que éventuellement, ça va être la personne avec qui tu vas travailler. Dans notre cas, nous autres, c'est un one-man show. C'était un chef d'orchestre qui faisait tout puis rien en même temps. Donc, nous autres, on est arrivés là avec l'idée d'un peu séparer les tâches puis d'avoir un petit peu moins de poids sur les épaules. Chaque transaction, d'après moi, a son modèle. Chaque cédant est différent. Donc, dans notre cas, je pourrais vous conter l'histoire, mais j'imagine que Claudia a son histoire aussi. Donc, chaque personnalité est différente. Puis la nôtre aussi, donc ça fait des mix différents. Mais je pense qu'encore une fois, le seul mot qui me revient à l'esprit tout le temps, c'est résilience, parce que comme Claudia l'a dit, combien de fois on aurait pu exploser pendant une discussion ou monter sur nos grands chevaux, puis ça aurait probablement fini le transfert là. Tandis que là, ben, en étant résilient, ben, il reste avec nous à temps partiel. On lui donne des mandats sporadiques. C'est comme, je dirais, un genre de police d'assurance pour nous autres qui rôde autour, mais sans être impliqué dans les opérations au quotidien. Là. Puis, si justement on n'aurait pas agi comme ça, on n'aurait pas réussi à le garder autour de nous. Donc, sa femme aussi est là, ça va bien, ses enfants travaillent avec nous. Si on n'aurait pas réussi à faire ça, ça aurait coupé le net frais de sec puis ça n'aurait pas fonctionné. Donc, c'est plusieurs. Il fallait jouer fallait être calme dans le processus. Faut tout faire pour que ça marche. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas laisser ton ego prendre le dessus puis commencer à te faire justice. Non, c'est interdit. C'est ça. Fait qu'il faut vraiment prendre soi-même puis laisser son ego de côté, effectivement.
Tout à fait. Puis il y a un changement de posture qui s'opère parce qu'au départ, c'est une dynamique de négociation avec le cédant tant que la transaction n'est pas conclue. Mais une fois qu'elle est conclue, là, c'est une dynamique de collaboration qui doit s'établir. Fait qu'effectivement, ce changement de posture-là implique justement de mettre son ego de côté, de dire bon, OK, là, on travaille, il faut qu'on travaille toutes les deux pour le bénéfice de l'entreprise en tant que telle qui doit maintenir ses opérations. Puis pour votre bénéfice aussi comme repreneur pour justement faciliter cette transition-là. Là. L'autre point que j'apporterais, c'est que quand dans les contrats de transaction, il y a justement des balances de prix de vente puis des earn-out. Et bien beau vouloir le sortir du circuit, et il n'y a pas nécessairement envie de sortir du circuit tant que ça. Là. Fait qu'il veut quand même garder un genre de mainmise sur les finances puis avoir un œil là, sur ce qui se passe parce qu'ultimement, c'est comme un créancier finalement. Donc, ça aussi, ça a un gros impact là, sur, tu sais, c'est pas du jour au lendemain, tu tombes propriétaire, oui, mais il reste quand même là. Tu as un lien encore avec lui. Là. Exact, c'est ça. J'aurais aimé ça également vous entendre sur la question du rôle des pairs, parce que pairs au sens, par exemple, des mentors, des conseillers, d'autres entrepreneurs qui peuvent être dans votre parcours. On a vu, il y a plusieurs travaux qui montraient, par exemple, que pour les cédants, d'avoir d'autres cédants qui ont déjà fait ce processus-là, avec qui ils sont en contact, avec qui ils peuvent échanger, partager les expériences, ça les aide, autrement dit, à anticiper un peu ce qui s'en vient, puis à accepter un peu, puis à se préparer correctement. Puis pour les repreneurs, il y a plusieurs repreneurs qui témoignaient également que le fait d'avoir, par exemple, un mentor ou d'avoir d'autres entrepreneurs avec qui ils peuvent partager, échanger, bien, ça les aidait, autrement dit, dans le processus de reprise. Je ne sais pas, votre expérience à vous, ce que vous avez... Bien, je pense que c'est nécessaire, ce que tu amènes, Étienne, vraiment, là, que ce soit des... en fait, tout l'entourage qui gravite, les financiers sont importants, les banquiers sont importants, ils sont extérieurs à ça, ils posent des bonnes questions, ils nous challengent. C'est important de voir ça de façon vraiment positive, toutes les questions qui sont posées, qui sont soulevées, les préoccupations qu'ils ont, à les donner des réponses. Parce que quand on travaille la réponse, nous, on regarde, on travaille on est capable de se rendre compte si c'est une réelle préoccupation ou pas, si on est capable de... Ils pointent sur un risque, si on est capable de mitiger ce risque-là ou pas. Il y a l'expérience des autres extrêmement utile. Moi, je m'en suis servi beaucoup, je m'en sers encore. Tout ça, c'est nécessaire. Puis, on dit, il m'est passé un autre truc, là, je suis en train de... Je l'ai échappé. J'y reviendrai en tout cas, mais c'est dans n'importe quoi, même en opération après coup, je pense que l'entourage on doit avoir le réflexe comme entrepreneur de s'entourer de gens externes à nous à qui on peut s'appuyer. Puis, ah oui, c'est ce que j'allais dire aussi, quand on regarde des dossiers, on tombe souvent en amour avec des transactions. Et qu'on refuse de voir des choses qu'on devrait regarder, qui sont des risques qui sont là, puis qu'on ne veut pas les voir. Fait que les gens autour de nous, de qui on se sera entouré, vont nous aider à voir ces risques-là, puis aller investiguer un peu plus que ce qu'on ferait parce qu'on n'a pas envie de le voir. Oui, principalement dans les 2 dernières années, les transactions qui se sont faites cette année avec les chiffres soufflés de la pandémie. Un entrepreneur traditionnel aurait une petite tendance à surestimer la valeur d'une entreprise, alors que dans le fond, les chiffres ne sont pas bons. Là. Fait que, s'entourer de gens qui sont conscients de ça, qui ne sont pas dans l'émotivité, ça peut épargner à des repreneurs plusieurs centaines de milliers de dollars. Puis, parlant du cédant, plus du côté du cédant, dans notre transaction, nous, le cédant était représenté par quelqu'un qui, justement, avait plusieurs ventes d'entreprises à son actif. Donc, c'est un consultant qui le suivait puis qui travaillait finalement autant pour nous que pour lui. Parce que finalement, il agissait comme un lubrifiant à la transaction. Parce que si, mettons, on aurait fait affaire directement avec le cédant, il n'y aurait probablement jamais eu de transaction. C'est un très bon point, ça. Ouais. Moi aussi, j'avais ça. Ouais. Exact. Fait que, tu sais, c'est quand même super important parce que la plupart des entrepreneurs, comme Claudia l'a dit, c'est des gens comme surtout de la vieille génération. Ils sont braqués sur leurs opinions, puis ça leur prend quelqu'un en arrière qui ont confiance puis qui agit comme un lubrifiant pour la transaction.
Ouais, quand la moutarde nous monte au nez, là, Ouais. ben, il y a un tampon entre les deux qui est capable d'amener ça de façon objective, non émotive. Puis là, le point de discussion, la discussion a lieu pour de vrai. Mais ce tampon-là, nous autres, si on l'a eu, c'était très, très important. Ouais. Super. J'avais peut-être une petite question, Maxime, si tu me permets encore. Si on Toujours. Gany Colli, dans les échanges, nous suggérait, dans le fond, il nous posait comme question, puis je la trouvais super intéressante. Est-ce qu'on a une bonne culture du reprenariat au Québec, selon vous? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer? Je sais également que Marc travaille justement sur la question de l'écosystème reprenarial aussi. Puis je pose la question également à Alexandre qui pourrait peut-être avoir quelque chose à dire à ce niveau-là. Fait qu'une question générale un peu pour tout le monde sur la culture reprenariale, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer au Québec? Bonne question. Merci Étienne de la poser. En fait, on a au Québec en tout cas une culture de l'entrepreneuriat. Ça, c'est clair. Depuis maintenant très longtemps, tous les soutiens, les canaux, les réseaux de proximité, les institutions financières ont suivi cette tendance-là. Est-ce qu'on a une culture du reprenariat? Elle est en train, je dirais, d'être fortement accélérée. La bonne exemple, c'est que toutes les institutions financières qui travaillent de près ou de loin dans le financement d'entreprises ont maintenant des experts sur le reprenariat, sont en train de développer des programmes de financement spécifiques. Donc, on sait que ça évolue très vite et très rapidement. Maintenant, la culture du reprenariat doit se prendre aussi dans son ensemble, c'est-à-dire beaucoup plus tôt dans l'écosystème. Et là, je parle même d'éducation, c'est-à-dire dans les programmes scolaires. Alors, on parle beaucoup d'entrepreneuriat au Québec, mais il y a le reprenariat, je dirais une phrase un peu bateau, mais que j'utilise souvent, reprendre, c'est aussi entreprendre. Et c'est important que du côté du ministère, du côté, je dirais, toute la société québécoise devrait s'intéresser de près à cette forme d'entrepreneuriat qui est très particulière et qui a l'air un peu opaque aussi. On a l'impression que c'est compliqué, on a l'impression que on parle juste de cash, on parle juste de problèmes fiscaux, de problèmes, je dirais, juridiques, mais au-delà de ça, c'est quelqu'un ou des personnes qui reprennent une business et qui la font grandir. Et pour assurer la pérennité des entreprises québécoises, je pense que c'est le message à dire, c'est qu'on a beau créer des startups, ça va prendre 10, 15, 20 ans avant qu'elles deviennent une moyenne entreprise. Et donc, quand on perd des entreprises qui sont des PME ou des moyennes entreprises, ça crée un gros problème aussi pour notre tissu économique. Ça peut créer des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement pour soutenir des plus gros projets. Monsieur Fitzgibbon annonce des projets de zones d'innovation qui sont des magnifiques projets, mais si notre chaîne d'approvisionnement et si nos PME, disons, ont tendance à disparaître, bonne chance. Bonne chance pour pouvoir réussir à soutenir ces projets d'envergure internationale. Donc, je pense que oui, développer la culture du reprenariat, c'est encore en émergent, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Le train est parti, ça, j'ai cette impression-là. Tout l'écosystème est sensibilisé. Mais je pense maintenant les actions vont devoir être, à mon avis, beaucoup plus développées. Excellent. Bien, merci beaucoup encore, Alexandre. Je dois malheureusement, je suis le gardien du temps, fait que j'ai un rôle à jouer. Il est 13h29, on a vraiment peu de temps, mais je ne sais pas si Marc et Étienne, mais je dirais peut-être là, vers le mot de la fin en voulant remercier tout le monde, tous les panélistes et experts. Donc, un super travail, puis des vraiment beaux témoignages. Merci à Étienne et Marc, puis merci aussi à Auria pour la planification de ces événements-là année après année. C'est toujours un plaisir. Puis évidemment, et surtout, merci à tous les participants qui viennent prendre un peu de temps de leur midi pour venir écouter d'un sujet qui nous passionne, toujours en lien avec l'entrepreneuriat. Donc, merci énormément à tous. Je ne sais pas si Étienne ou Marc avaient un petit mot de la fin rapide. N'oubliez pas, je suis encore le gardien du temps pour 30 secondes. Rien de particulier, à part également remercier toutes les participants. On a eu vraiment des échanges fantastiques. À chaque fois, je suis toujours excessivement satisfait des échanges qu'on a avec le panel. Vous avez bien répondu, bien rebondi sur les résultats qu'on a obtenus cette année. Moi, je suis vraiment enchanté de votre participation. Puis merci également à tous les gens qui se sont connectés. Et n'hésitez pas à aller lire le rapport. Je disais, il y a beaucoup plus de choses dans le rapport que ce qu'on vous présente sur l'heure du dîner. On a fait un petit éditorial sur la question du reprenariat cette année. Mais il y a beaucoup d'autres chiffres également que vous pourrez lire dans le rapport qui complètent ce qu'on vous a présenté cette année. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Moi, je vais juste remercier. Écoute, je tiens à remercier toi, Maxime. Tu t'en es un expert dans
dans les maîtres de cérémonie de ces webinaires. Mais je tiens particulièrement à remercier mon collègue Étienne, parce que si ce n'était pas de lui, il y a 10 ans, il n'y aurait pas eu de premier rapport du GEM pour le Québec. Et je pense que le fait qu'aujourd'hui, on se réunit et c'est la 10e édition, témoigne de manière crédible et vraiment là, de manière importante tous les efforts qu'Étienne a fait à travers ces 10 ans, hein, pour produire ce rapport-là année après année. C'est énormément d'efforts. Et je tiens à féliciter mon collègue là, pour vraiment sa résilience. Il a fait qu'il a surmonté plusieurs défis au cours de ces 10 ans-là. Et moi, je suis juste un passager en arrière de l'autobus. Je suis emballé justement par les travaux et qu'est-ce qu'on a développé en 10 ans. C'est grâce à toi, Étienne, et merci encore. Ben, écoute, merci Marc, mais c'est un travail d'équipe avec toi, avec Théodore également qui nous aide à produire. Puis au fil du temps, Auria également qui a participé à la production en tant que telle du rapport. Elle ne fait pas juste organiser les webinaires, mais elle a aidé à produire le rapport, effectivement. Fait que merci à tout le monde. Merci Maxime, merci les panélistes. Puis merci à tout le monde de vous être connectés aujourd'hui. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Bye bye, merci. Bye bye.